Je vous remercie de cette invitation, d'autant que je peux déjà signaler que les débats du début de l'après-midi et de la matinée m'ont bien intéressé, m'ont beaucoup plu. Donc vous allez sûrement réentendre des choses que vous avez déjà entendues ce matin, mais bon, comme on dit, faut répéter des fois plusieurs fois les choses, donc c'est pas plus mal. Et puis je voulais juste dire que ce travail, cette petite présentation exclusivement orale, par souci de tenue du timing, a été préparé aussi avec mes collègues Gilles Bentaillou et Nicolas Jouve qui n'ont pas pu être présents, et puis Bertrand Depigny que vous avez entendu ce matin. Donc je vous propose une petite lecture croisée des pôles d'échange et gares routières. Alors, si on revient un peu en arrière, depuis les années 70, depuis 30, 40, 50 ans, l'intérêt croissant pour les lieux d'intermodalité s'est doublé d'une terminologie particulièrement riche, confuse, un petit peu barbare même. On a entendu parler de pôles d'interconnexion, centres d'échange urbain, plateformes multimodales, correspondeurs multimodes. Aujourd'hui, on s'est un petit peu mis d'accord sur le terme de pôle d'échange, une expression qui s'impose peu à peu. Un petit peu comme l'anneau magique, un terme pour les gouverner tous, et dans l'intermodalité les lier. Oui, alors je fais des petites blagues, ça ne marche pas toujours, mais... un pôle d'échange, alors c'est un aménagement qui vise à faciliter les pratiques intermodales, c'est-à-dire la combinaison optimisée de plusieurs offres de mobilité. Alors, quelle est la place des gares routières dans ces pôles d'échange jusqu'à présent ? Quels sont les enjeux, les défis qui vont se poser finalement à ces outils majeurs de l'intermodalité physique, ces pôles d'échange ? Alors, pour répondre à ces questions, on retrace brièvement les trois âges, on va appeler ça comme ça, les trois âges de l'intermodalité, avant d'ouvrir les débats sur les questions que pose le rapprochement des gares routières et des pôles d'échange. Alors revenons sur ces trois âges, une sorte de valse en trois temps, avec d'abord l'indifférence institutionnalisée, ensuite le rapprochement des transports publics et enfin la nouvelle question multimodale que j'ai un peu évoquée ce matin. D'abord le temps de l'indifférence, ça correspond à une période dominée par le tout-voiture, avec très peu de synergie intermodale entre les différentes offres de transport. Dans le domaine des transports publics, finalement, depuis assez longtemps, on a surtout cherché à réguler la concurrence des autocaristes en fixant des limites d'exploitation. On a créé une frontière juridique entre les transports urbains et interurbains qui a pris forme sous le nom de périmètre des transports urbains, que vous connaissez tous, qui s'appelle aujourd'hui ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité. Alors ce PTU ou RTAOM pour les intimes continue de structurer l'organisation des transports publics, notamment par la possibilité de prélever une ressource spécifique à l'intérieur, sur le côté urbain, le versement de transport. Donc l'organisation institutionnelle, il faut bien avoir en tête cet héritage, elle s'est organisée sur un mode qui est cloisonné, avec des périmètres étanches, une exploitation séparée de réseaux relevant d'échelles différentes. Plus récemment, on a eu un deuxième temps qui est celui, je dirais, du rapprochement des transports publics, sous l'effet des différentes politiques de relance des transports collectifs, notamment via les plans de déplacement urbain. Alors c'est le temps du réinvestissement, notamment par le rail des transports publics, avec les TER depuis les années 2000, et puis la création de nombreux réseaux de tramways et de TCSP. Donc ces efforts sur l'offre urbaine et régionale, c'est doublé d'un massif réinvestissement sur les pôles d'échange multimodaux, sous couvert d'une recherche de report modal. On voulait inciter les gens à passer plus facilement de l'automobile au transport public. Donc c'est une situation actuelle qui est un petit peu paradoxale parce qu'on n'a quelque part on n'a jamais eu autant de pôles d'échange, mais parallèlement jamais aussi peu de gares routières. L'offre d'autocars, en effet, celle des conseils départementaux, elle s'est retrouvée finalement réduite à une offre un petit peu interstitielle, coincée, si on pourrait dire, entre TER et tramway. Et puis les gares routières, c'est résolument le parent pauvre du réinvestissement de l'intermodalité de cette époque. Elles sont souvent perçues, on l'a entendu ce matin, comme un équipement peu noble, délaissé, délocalisé. Donc le troisième temps, en fait, c'est celui qui s'ouvre aujourd'hui. On est un peu à une période charnière, j'ai envie de dire, qui motive la tenue de ce séminaire de réflexion, qu'on pourra appeler la nouvelle question multimodale. Oui, parce qu'en fait, on est sous l'effet un peu d'une diversification, d'une multiplication des
façon de se mouvoir, des modes de transport qui ne sont pas seulement liés au rôle des nouveaux acteurs privés, mais qui est lié aussi à l'essor des mobilités plus collaboratives, à toutes les formes de partage des véhicules, et puis au grand retour, je dirais, des modes actifs, vélo et marche, dans toute leur diversité d'expression. Autant de modes, du car jusqu'à la marche dans sa diversité, qui vont peser sur les lieux d'intermodalité. Donc alors, quel rapprochement on peut anticiper, on peut évoquer, de manière un peu caricaturale, entre les gares routières et les pôles d'échange, plus spécifiquement. Donc on peut dresser trois pistes, trois étapes de rapprochement. La première étape, ça serait peut-être celle du cloisonnement, où finalement, qui pourrait résulter d'une mésentente, qui pourrait se traduire par une multiplication d'équipements autonomes, mal connectés entre eux. Chacun chez soi, et les modes seront bien cloisonnés. C'est peut-être pas forcément souhaitable, mais c'est une étape qui peut apparaître si on n'arrive pas à trouver de solution à court terme. La deuxième étape, ça serait peut-être celle de la coordination monomodale. C'est-à-dire, là, on est plutôt dans une solution qui est une coordination sectorielle pragmatique entre les offres routières. On va essayer de mutualiser des équipements, bus, autocar, différentes offres, qui peut s'appuyer d'ailleurs sur l'idée qu'on a du schéma directeur des gares routières. Et puis la troisième étape, ça serait celle de l'intégration multimodale, plus longue, plus complexe à mettre en œuvre, qui suppose une démarche plus stratégique, plus politique, et qui pourrait s'appuyer sur ce que pourrait être, je prends beaucoup de pincettes, le schéma régional de l'intermodalité. Peut-être une façon de mieux articuler l'organisation de l'intermodalité avec les stratégies territoriales dans le cadre du futur SRADET. Et donc une intégration multimodale qui nécessite de se poser des questions sur les fonctions transport, les fonctions services, les fonctions urbaines des pôles d'échange dans leur intégralité. Donc c'est donc 3 degrés, 3 étapes possibles dans le processus de rapprochement des gares routières et des pôles d'échange qui se dessinent et qui peuvent guider les ambitions des politiques d'intermodalité. Alors pour ne pas conclure, mais plutôt pour ouvrir le débat sur la table ronde qui suit, je recense, à mon avis, trois clés, 3 problèmes particuliers qui peuvent se poser pour réussir cet enjeu de l'intermodalité. Alors, première question, faut-il changer notre modèle de conception des lieux d'intermodalité ? Deuxième question, que veut-on proposer en matière de services aux usagers ? Et troisième question, quelle solution pour l'impossible gouvernance ? Et quatrième question, quelles mesures à court terme ? Alors je vais assez vite. La première question, faut-il changer notre modèle de conception des lieux d'intermodalité ? Comme on vient de le dire précédemment, cette nouvelle transition multimodale, elle pose la question de comment associer cette panoplie modèle, si vous voulez, qui ne trouve pas toujours sa place dans les pôles d'échange. Jusqu'où faut-il intégrer tous les modes de transport dans leur diversité, pas seulement les transports publics qu'on a essayé de mieux intégrer dans les pôles d'échange, jusqu'où on va dans l'intégration des modes de transport. Alors depuis qu'on en fabrique, les pôles d'échange sont condamnés à offrir des solutions d'articulation des offres de mobilité, mais avec le sujet des offres privées dans un secteur concurrentiel, avec un risque de volatilité de l'offre, d'instabilité du marché, des besoins fonciers tendus, est-ce que l'on n'a pas un petit peu atteint les limites du modèle ? Donc sans aller jusqu'au cloisonnement qui a été évoqué précédemment, est-ce qu'il faut envisager des pôles d'échange en réseau pour accueillir les différentes offres de cars à des points disjoints pour éviter l'hyperconcentration sur un seul nœud central où les coûts fonciers sont plus importants ? C'est des débats qui ont déjà été évoqués, mais qu'on peut rappeler. Et est-ce que finalement, cette dissémination en différents points de la desserte par autocar rencontre les attentes des autocaristes, mais est-ce qu'elle rencontre aussi les attentes des usagers ? Donc les usagers, parlons-en, c'est la deuxième question. Qu'est-ce qu'on veut proposer en matière de service aux usagers ? Alors quels sont les standards, les normes qu'on veut promouvoir en matière de qualité de service ? Quel seuil, quelle limite, quel objectif on se fixe ? Ça va au-delà des questions des commerces et des services, les niveaux de confort, les conditions d'attente. Et puis, ce qui est intéressant, c'est comment on arrive à concilier finalement des usagers très différents, à la fois des voyageurs du quotidien, puis des voyageurs de plus longue distance, qui n'ont pas les mêmes bagages, qui n'ont pas la même fatigue, qui n'ont pas la même connaissance des lieux d'intermodalité. Alors, et au fait, qui paye
les aménagements dédiés. Alors du coup, qui paye, qui gouverne, c'est la troisième question. On a évoqué à la table ronde précédente, mais je reviens un petit peu dessus. Quelle solution pour l'impossible gouvernance? C'est vrai que ça reste un problème aigu, hein, parce qu'en 30 ans de réalisation de pôles d'échange, finalement, le sujet qui reste préoccupant, c'est bien celui de la gouvernance. Le partenariat entre acteurs publics, généralement, peut s'organiser dans le temps du projet, mais quasiment jamais pour garantir l'évolution dans la durée des pôles d'échange, hein, dans le cadre d'une gestion intégrée globale entre les différents acteurs. Donc comment trouver une nouvelle gouvernance alors que la coordination des autorités publiques sur les pôles d'échange est en soi un défi? Alors sans compter qu'on rajoute une couche de complexité, hein, puisque dans le cas des gares routières, on a l'héritage, hein, des décennies précédentes, hein, qui présentent des éléments très variables en matière de foncier, de propriété, de mode de gestion des équipements. On a quelque chose de très complexe. Alors doit-on rechercher une uniformisation, hein, de ces équipements, de la gestion de ces équipements, et pourquoi pas peut-être un gare et connexion des pôles d'échange au-delà du ferroviaire? Et puis la dernière question, c'est le problème des temporalités de l'action publique. Quelles solutions, quelles mesures à court terme face à un développement sans précédent de nouvelles offres de mobilité, notamment les offres privées? On répond souvent par la planification, par les schémas, mais qui renvoient à de toutes autres temporalités. Donc même si les collectivités doivent effectivement penser, hein, des démarches de moyen ou de long terme, il y a des questions qui se présentent. Quelles solutions mettre en œuvre à court terme? Que faut-il préserver? Que faut-il dissuader? Donc autant de questions qui sont parfois un petit peu vertigineuses, hein, mais qui peuvent animer, qui peuvent être posées aux acteurs, hein, pour réussir ce que j'appellerais cette transition multimodale. Voilà.